Chapitre 38. Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ces illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon près d'Abbeville, dans le département de la Somme en France, trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol. C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour. Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des silex taillés, colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme. Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne. Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres messieurs Milne-Edwards et de Quatrefages, prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question, et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise. Aux géologues du Royaume-Uni, qui tinrent le fait pour certain, messieurs Falconer, Busk, Carpenter, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lindenbrock. L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont. Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne, et d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire. Mon oncle Lindenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti. Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux. D'autres mâchoires identiques, quoique appartenant à des individus de types divers et de nations différentes, furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes, en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que des armes, des ustensiles, des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards. L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage. Et ce n'était pas tout. Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une plus haute antiquité à la race humaine. Ces débris, il est vrai, n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs d'animaux fossiles, striés régulièrement, sculptés pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'Elephas meridionalis. Il avait 100 000 ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cet ossuaire de la mer Lindenbrock. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand 20 pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme quaternaire. C'était un corps humain absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles? Je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des mains et des orteils d'une grandeur effrayante, se montrait à nos yeux tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, si loquace, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps, nous l'avions redressé, il nous regardait avec ses orbites caves, nous palpions son torse sonore. Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur, Otto Lindenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait. Sans doute il se crut au Johanneum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral, et s'adressant à un auditoire imaginaire, Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence, d'autres non moins grands l'ont affirmé. Les saint Thomas de la paléontologie, s'ils étaient là, le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur. Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre. Je n'ignore pas qu'à l'exploitation des hommes fossiles on fait les Barnum et autres charlatans de même farine. Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax, du prétendu corps d'Oreste retrouvé par les Spartiates, et du corps d'Astérius, long de 10 coudées dont parle Pausanias.
J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani, découvert au XIVe siècle, et dans lequel on voulait reconnaître Polyphène, et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme. Vous l'ignorez pas plus que moi, messieurs. L'analyse faite auprès de Lucerne en 1577 de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de 19 pieds. J'ai dévoré les traités de Cassagnon et tous ces mémoires, brochures, discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des Cimbres, Teutocobbus, l'envahisseur de la Gaule, exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613. Au XVIIIe siècle, j'aurais combattu avec Pierre Camper l'existence des préadamites de Schweitzer. J'ai eu entre les mains l'écrit nommé Gigans. Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle, qui en public ne pouvait pas prononcer les mots difficiles. L'écrit nommé Gigant, reprit-il. Il ne pouvait aller plus loin. Gigantéo, impossible. Le mot malencontreux ne voulait pas sortir. On aurait bien ri au Ioannium. Gigantostéologie, acheva de dire le professeur Lindenbrock entre deux jurons. Puis continuant de plus belle et s'animant. Oui, messieurs, je sais toutes ces choses. Je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire. Mais ici, le doute seul sera une injure à la science. Le cadavre est là, vous pouvez le voir, le toucher. Ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique. Je voulus bien ne pas contredire cette assertion. Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique, dit encore mon oncle, j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ces coquillages resplendissants qui se sont incrustés en lui. Mais le précieux dissolvant me manque. Cependant tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire. Ici le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité. Vous le voyez, reprit-il, il n'a pas 6 pieds de long, et nous sommes loin des prétendus géants. Quant à la race à laquelle il appartient, elle est incontestablement caucasique. C'est la race blanche, c'est la nôtre. Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire. Il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial. Mesurez cet angle, il est presque de 90 degrés. Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions, et j'oserais dire que cet échantillon humain appartient à la famille japétique, répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Ne souriez pas, messieurs. Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ses savantes dissertations. Oui, reprit-il avec une animation nouvelle. C'est là un homme facile, et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre. Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là, comment ces couches où il était enfui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe, c'est ce que je ne me permettrai pas. Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre. Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles, où dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur. Je ne me prononce pas, mais enfin l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ces silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre, et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Le professeur se tut, et j'éclatai en applaudissements unanimes. D'ailleurs mon oncle avait raison, et de plus savants que son neveu eussent été fort empêchés de le combattre. Autre indice, ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire. D'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière, et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules. En vérité, c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière. Mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre. Ces êtres animés, avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lindenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière? Ou plutôt vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la terre? Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls, nous étaient apparus vivants. Quelque homme de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes?